Alors, bonjour à tous. Ça fait partie des sujets que les uns et les autres voulaient voir, écouter en e-rendez-vous. Et donc, on travaille actuellement beaucoup sur le dépistage néonatal et son extension. Donc là, le but de la présentation est de vous parler un petit peu de tout ça. Et puis aussi de vous engager, vous verrez à la fin, à participer, si le sujet vous intéresse, à participer à une réunion nationale qui va avoir lieu en juin pour les associations qui auront envie de s'impliquer, de se mobiliser particulièrement sur la thématique autour d'un projet français. Donc, on peut passer la suivante. Donc, d'emblée, je vous fais, alors cette diapositive, elle n'est pas issue de moi parce que je n'aurais pas forcément choisi ce couple-là pour représenter ce qu'on voulait dire, mais elle était, donc c'est une diapositive qui avait été réalisée par Alliance Maladies Rares lors de leur dernière université d'automne, où ils nous avaient demandé, avec d'autres collègues, de parler sur les différentes étapes autour de la grossesse et après la naissance, et qui avait représenté ces images pour bien resituer le dépistage néonatal, qui est quelque chose qui survient effectivement après la naissance sur les nouveau-nés bien portants. Et c'est vrai que j'ai remis cette diapositive parce que dans les questions qu'on a eues en préparation du e-rendez-vous, il y avait des personnes effectivement qui posaient des questions autour justement de tests génétiques pendant la grossesse. Donc on a un autre e-rendez-vous qui est programmé, peut-être Gwendoline redonnera la date à la fin. On va reparler par contre des périodes de diagnostic prénatal, donc quand il y a des choses qui sont déterminées pendant qu'une grossesse est en cours. Donc là aujourd'hui, on se cible sur le dépistage néonatal, il y a déjà beaucoup à dire. Donc quand les nouveau-nés naissent et n'ont pas de signes particuliers qui font penser à l'existence d'une éventuelle maladie. Alors, pour dérouler quand même la diapositive, puisqu'elle est présente à l'écran, il y a plusieurs étapes pour lesquelles il peut y avoir effectivement des tests génétiques. Dans certains pays, mais ce n'est pas disponible en France, il y a le dépistage préconceptionnel qui est possible, où on va, donc c'est en général pas quelque chose qui est financé par l'État, mais quelque chose qui est accessible aux couples qui souhaiteraient y avoir accès et se le financer. La possibilité de déterminer si on est porteur pour un couple de pathologies, de variations sur des gènes récessifs où les deux membres du couple seraient porteurs et donc auraient un risque pour leur enfant sans le connaître, ou bien de pathologies liées au chromosome X. Quand on est enceinte et qu'on attend un enfant, il y a deux possibilités. Le dépistage prénatal qui est proposé à tout le monde, en partie pour déterminer s'il y aurait des signes d'appel échographique qui permettraient de suspecter une maladie génétique, ou bien les prises de sang pour savoir si on aurait un risque augmenté de trisomie 21. Donc ça, c'est le dépistage. Et le diagnostic prénatal, c'est quand on a des signes d'appel échographique et qu'on veut déterminer quelle est la cause. Donc, vous voyez la différence entre le dépistage et le diagnostic. Le dépistage, c'est quelque chose qui est pour tout le monde sans qu'on ait des problèmes annoncés. Et le diagnostic survient quand on a des signes cliniques. Donc, le diagnostic néonatal existe aussi et est différent. Ça va être un bébé qui ne va pas bien, à qui on devrait faire un diagnostic. Donc, j'espère que tout ça, c'est clair pour vous. Si jamais ça ne l'est pas, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions et on peut en reparler au moment de la discussion. Et Gwendoline, j'ai vu, a marqué dans le chat la date où on va parler du diagnostic prénatal. On peut mettre la suivante. Alors, le diagnostic néonatal, le dépistage néonatal, vous voyez, souvent on peut avoir la langue qui fourche entre les deux et pourtant c'est important parce que ça ne veut pas dire la même chose. Donc, le dépistage néonatal, c'est quelque chose qui existe depuis 50 ans
qui permet, donc à partir de gouttes de sang qui sont prélevées soit au talon, même si ça se fait plus comme ça dans toutes les maternités, soit à l'aide d'un petit prélèvement sanguin. Donc un buvard, un papier buvard où il va y avoir des taches de sang qui vont dépister certaines pathologies. Et donc, les pathologies qui sont les plus connues, bah, c'est la phénylcétonurie qui a mené à la mise en place du dépistage néonatal dans le monde entier. Une pathologie où, avec un simple régime, on peut éviter d'avoir une déficience intellectuelle sévère. Donc, c'est vraiment une pathologie qui est complètement traitable. Et puis après, on suivit effectivement aussi les hypothyroïdies congénitales, l'hyperplasie congénitale des surrénales, etc. Donc, du coup, on va voir un petit peu dans la suivante, je pense, le pourquoi on en est là aujourd'hui et ce qu'on va discuter. Donc, en fait, vous voyez sur cette diapositive de gauche que la France, donc, qui est comme les autres pays en rouge-orangé, a fait partie des pays qui ont mis en place le dépistage néonatal en premier. Et vous voyez qu'après, ça a été les pays en jaune, puis en vert, puis en bleu, etc., où le dépistage néonatal, vous voyez, pour certains pays, ils sont rares, heureusement, s'est mis en place après les années 2000, alors qu'en France, on était plutôt dans les années 1960. Le dépistage donc néonatal mis en place au niveau de la phénylcétonurie. Donc, on était dans les pays dits pionniers à l'époque. Et puis, maintenant, la place de la France a pas mal régressé. Et encore là, est devenu en orange, mais elle était il n'y a pas très longtemps en vert, par rapport aux pays qui ne dépistent pas forcément par rapport, on va dire, à nos pays voisins, avec une offre de soins qui est en général assez bonne. On va... non, pardon, on était le vert, c'est les bons, justement, pardon. On était, il n'y a pas très longtemps, encore plus dans le rouge. Donc, en fait, maintenant, les pays qui sont en rouge, c'est ceux qui dépistent peu de pathologies. En orange, on va dire moyennement de pathologies. Un peu plus en vert, et puis en vert foncé, ce qui est le cas par exemple de l'Italie. C'est des pays qui dépistent beaucoup plus de pathologies que nous. On est autour d'une cinquantaine de pathologies, 48 pour être exact, alors que certains pays vont en dépister beaucoup moins. Donc à l'heure actuelle, on a 13 maladies dépistées, plus la surdité, ce qui nous mène à 14 pathologies, comparativement par exemple à l'Italie qui en a presque 50. La suivante. Donc, étant donné qu'on a un certain retard par rapport aux pays que l'on suit habituellement, il y a beaucoup de discussions qui se mettent parce qu'ils se mettent maintenant avec des pathologies qui, comme vous devez avoir commencé à en entendre parler, on a de plus en plus de pathologies pour lesquelles on a des options thérapeutiques. Et l'inquiétude qu'on peut avoir maintenant, ce serait que la dynamique s'accélère et qu'on ait un millefeuille de pathologies et de techniques à ajouter les unes après les autres, et donc quelque chose qui soit très peu opérationnel et qui implique justement de s'intéresser au séquençage du génome, qui va séquencer beaucoup plus largement un nombre de pathologies beaucoup plus large, et cet intérêt maintenant s'étend au niveau du monde entier. Alors, si on regarde un petit peu plus cette échelle de temps, donc le dépistage de la phénylcétonurie, de l'hypothyroïdie, de la drépanocytose, de l'hyperplasie congénitale des surrénales, tout ça, on était effectivement très alignés avec ce qui se faisait. Puisque dans le dépistage néonatal, on avait des critères qui s'appellent les critères de Wilson et Jungner, et qui estimaient que le dépistage on devait dépister des pathologies lorsque ces pathologies pouvaient être accessibles à un traitement qui révolutionne complètement le devenir des enfants. Et en 2002, a été mis en place le dépistage de la mucoviscidose, alors qu'on n'avait pas de traitement spécifique, mais uniquement des traitements symptomatiques. Et on a pu démontrer
que dépister tôt une maladie pour mettre en place des traitements symptomatiques le plus tôt possible et orienter les parents le mieux possible et éviter une errance diagnostique pouvait être bénéfique. Et puis après, dépistage de la surdité 12 ans plus tard et nouvel ajout de pathologie seulement en 2020. Donc vous voyez qu'il y a eu dans les pathologies dépistées, on va dire, sur le buvard, on a eu finalement 18 ans sans que rien n'ait été mis en place. Le déficit en M4 qui a été mis en place, donc il y a une maladie métabolique qui peut entraîner des morts subites, mis en place en 2020. Le feu vert a été donné par l'autorité de santé quasiment 8 ans avant, ce qui veut dire qu'il y a eu on a réalisé à partir de ce moment-là qu'on n'était pas du tout réactif dans notre système français pour mettre en place des nouvelles pathologies dans le dépistage néonatal. Et puis vous avez entendu parler ensuite probablement, certains d'entre vous en tout cas, de la question de l'amyotrophie spinale infantile, donc cette pathologie pour laquelle on a, dans les formes classiques, les enfants décédés dans la première année de vie d'insuffisance respiratoire par hypotonie majeure, par destruction de la corne antérieure de la moelle, et donc une thérapie génique a vu le jour ces dernières années, depuis 3-4 ans maintenant, et on n'a toujours pas de dépistage néonatal possible pour cette pathologie, alors qu'avec la thérapie génique, si le traitement est donné dès la naissance, les enfants n'ont plus de signes cliniques. Donc, ils marchent, ils courent à un âge normal. Et du coup, ayant fait mettre en place 2 pilotes en France, en région Grand Est et en région Aquitaine, avec une extension prévue uniquement au niveau du pays entier en 2025, ce qui fait qu'on a à peu près 5 ans de générations un peu sacrifiées, si on veut, qui n'auront pas eu accès au dépistage néonatal et qui ne pourront pas bénéficier de ce traitement. Donc, si le diagnostic est trop tardif, on ne peut parfois pas du tout traiter, et les enfants, du coup, ont la même histoire naturelle qu'avant l'arrivée des traitements. Donc au décès. Et pour les enfants qui peuvent être traités, on est sur un handicap avec une absence de marche, alors que parce qu'on n'a pas su les traiter assez tôt. Et puis en 2023, ajoute quelques maladies métaboliques supplémentaires, et puis il y a d'autres choses à venir, dont les déficits immunitaires et dont l'amyotrophie spinale qui doit se généraliser. Donc autour de ça, la question maintenant, dans le monde entier, en tout cas les pays développés, se pose la question d'anticiper tous les progrès qui devraient arriver à l'avenir et de proposer un dépistage néonatal par des techniques du séquençage du génome. On peut mettre la suivante. Donc, on avait anticipé cette question en mettant en place en 2020 un projet qui s'appelle CEDEN, qui était un projet d'acceptabilité de la population française. L'idée, c'était de regarder est-ce que est-ce que les personnes concernées, que ce soit les professionnels de périnatalité, donc généticiens, obstétriciens, pédiatres, que pensaient-ils, eux, de l'extension du dépistage néonatal, et idem pour les couples concernés. Donc c'est Camille Level, donc, qui est à droite sur la diapositive, qui a mis en place ce projet, les économistes de la santé. Donc on a été un groupe pluridisciplinaire. Et on va passer à la suivante pour voir quelques résultats. Donc, en gros, au niveau des professionnels, une adhérence importante de l'augmentation du nombre de pathologies dépistées dans la mesure où elles seraient traitables. On a plus de 80% de professionnels qui adhèrent. Et puis, idem pour les couples, avec soit des personnes qui voudraient et qui est le majoritaire qui souhaiterait avoir le plus d'informations possible par le dépistage néonatal, et d'autres qui voudraient que ça se limite uniquement aux pathologies qui seraient traitables. On peut mettre la suivante. Donc en parallèle, il y a eu des évolutions législatives, donc avec les lois de bioéthique qui ont été modifiées et qui ont permis d'introduire le séquençage du génome
en dépistage néonatal, ce qui n'était pas possible, des dépistages génétiques tout court en dépistage néonatal. La suivante. En parallèle, plein de progrès thérapeutiques. 2022 a été défini aux États-Unis comme une année pivot dans l'accès aux thérapeutiques dans les maladies rares, et plusieurs thérapeutiques de droite de gauche qui commencent à voir le jour, thérapie génique ou autres, qui nous permettent de penser qu'à l'avenir, il devrait y avoir beaucoup de changements autour de des possibilités thérapeutiques. Et en particulier l'amyotrophie spinale, qui était une pathologie qui atteint le système nerveux, qui n'était vraiment pas une pathologie qu'on pensait pouvoir traiter. Et on a tous effectivement vu après cet exemple-là que ça ouvrait le champ des possibles. La suivante. Donc les thérapeutiques dont on parle, ce n'est pas forcément des thérapies géniques. On estimait jusque-là qu'il n'existait que 6% de maladies rares pour lesquelles il y avait des traitements efficaces. Donc là, maintenant, les choses sont en train de changer, évidemment trop lentement pour certaines pathologies, mais on parle en tout cas de pathologies qui peuvent être des changements au niveau diététique, supplémentation, enzymothérapie, transplantation, procédure médicale, thérapie génique, immunothérapie, médicaments, autres, etc. Donc, on est sur des types de thérapeutiques assez larges. Et donc, maintenant, il y a un site internet qui a été mis en place, RxGenes, qui tient une liste de pathologies potentielles, de choses où on peut faire quelque chose. Et ils estiment maintenant qu'il y a 15% des maladies rares qui ont un traitement ciblé contre le mécanisme de la maladie, avec le principe que plus on traite précocement, plus on peut changer le pronostic. Et on peut aussi parfois tenir compte des situations où on peut aussi mettre en évidence quel médicament serait contre-indiqué, etc. La suivante. Donc la démarche d'anticipation dont je vous parlais, qui permet de comparer finalement deux situations qu'on connaît en France. La mucoviscidose, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était une pathologie pour laquelle on avait des traitements qui n'étaient pas présents quand le dépistage néonatal, des traitements spécifiques pas présents quand le dépistage néonatal s'est mis en place, mais maintenant un dépistage qui est totalement bien organisé à l'arrivée des traitements révolutionnaires que l'on vit actuellement et qui permettent de changer complètement le pronostic de la maladie, versus l'amyotrophie spinale infantile, où là, on a les traitements disponibles, mais pas encore le dépistage néonatal. Donc l'idée de ce projet, de la suite que je vais vous présenter, c'est de se mettre dans une position d'anticipation pour ne plus se retrouver dans cette situation-là à l'avenir et de pouvoir avoir une technique qui facilement pourra permettre d'ajouter les pathologies où on aurait des traitements disponibles et qu'elles soient du coup potentiellement avec des tests de faisabilité et autres et d'intérêt faits au niveau du territoire. La suivante. Donc là, on a, bon, c'est pour vous parler aussi de ce qui nous motive aussi autour de ces projets. Donc ça, c'est une histoire que j'ai vécue tout au début de ma carrière professionnelle, qui m'a beaucoup marquée, qui était une petite fille de 10 ans, qui avait une régression de ses acquisitions. Elle se mettait à plus être propre alors qu'elle avait aucun souci auparavant. Elle se mettait à oublier des choses. Elle se mettait avec des résultats scolaires qui se mettaient à chuter. Et puis, la maman a consulté. Au départ, on lui a dit, mais il doit y avoir des problèmes psychologiques, allez voir un psychologue, il doit y avoir des problèmes de troubles de la relation parent-enfant, vous la couvez trop parce que vous vous inquiétez trop, etc. Enfin, des choses qu'on connaît bien. Et l'accès du coup à la consultation de pédiatrie, puis à la consultation de génétique a mis beaucoup de temps, parce que effectivement l'idée était de voir comment les choses évoluaient, mais à un moment donné les choses ont tellement évolué qu'on ne pouvait plus les nier. Et donc là, elle a pu être reçue, et une IRM cérébrale a été demandée très rapidement et a mis en évidence une leukodystrophie typique de leukodystrophie métachromatique.
Et puis cette jeune fille avait une sœur qui était un peu plus jeune, qui allait parfaitement bien. Et la maman a demandé naturellement à ce qu'on puisse tester sa fille, mais en étant très confiante, parce qu'à posteriori, elle se disait qu'il y avait des choses peut-être qui avaient commencé avant cet âge-là chez sa première fille. Et donc, elle avait juste 2 enfants. Malheureusement, donc sa deuxième fille était également atteinte. Même si c'était donc à l'époque, on pouvait faire des greffes de moelle pour essayer d'arrêter l'évolution de la pathologie, mais il fallait que ça soit pris à un stade assez précoce. Même si cette jeune fille n'avait pas de signes, elle avait une IRM qui était déjà très, très anormale. Et elle a été greffée, même si c'était très, très, très discutable de par l'évolution de sa pathologie sur le plan de l'IRM. Et donc, la greffe est survenue trop tard, n'a pas bien marché, et du coup, a entraîné la même dégénérescence. Donc, la première est décédée de sa pathologie sans traitement, et la deuxième a eu un traitement qui a été très peu efficace. Maintenant, on a une thérapie génique disponible pour cette pathologie. Cette pathologie n'est pas dépistée non plus en néonatal, et donc ce type d'histoire serait complètement différent si jamais un dépistage néonatal aurait été disponible au moment de la naissance de ces enfants. Donc c'est vrai que ce serait ce type d'histoire très douloureuse pour tout le monde, hein, les parents avant tout, évidemment, leurs proches, et puis les équipes qui les prennent en charge et qui n'ont pas beaucoup d'outils à leur disposition. Et c'est là où l'arrivée des traitements, effectivement, est très, très attendue. Et du dépistage néonatal, si on le peut. La suivante. Alors, les évolutions technologiques sont aussi pour beaucoup dans les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, puisque jusque-là, les analyses du génome étaient beaucoup trop chères pour qu'on puisse estimer qu'ils puissent être utilisables en dépistage néonatal. Mais maintenant, les technologies ont évolué, c'était d'ailleurs prédit, hein, il était prédit qu'en 2025, on ait un génome à 100 $. Alors, on n'est pas tout à fait à 100 $, on est à 200 $. Mais on n'est quand même pas loin de tout ça. Et effectivement, des nouvelles machines qui permettent de faire des analyses du génome beaucoup moins chères. La suivante. En parallèle de tout ça, les familles, évidemment, se mobilisent, c'est bien normal. Donc, il y avait au niveau de nos sociétés savantes et de nos questions médicales, on se posait la question, est-ce que c'est une bonne chose de dépister à la naissance une pathologie qui va ne se déclarer qu'à partir de 4-5 ans, pardon. Je bois un coup. Et parce qu'effectivement, on est bien conscient que la mise en place de la relation mère-enfant est extrêmement importante dans les premières semaines de vie. Et qu'on peut peut-être venir avec une nouvelle qui ne serait pas une bonne nouvelle chez un enfant qui ne va pas avoir des symptômes forcément très rapidement. Parce qu'évidemment, on le verra, hein, autour du dépistage néonatal, il y a des pathologies où le traitement permet d'enlever complètement l'apparition de la maladie. Et je dirais là, si jamais on est prévenu à la naissance, c'est OK dans la mesure où on n'aura pas d'enfants malades, on va dire, quelque part, mais ces exemples-là restent rares. La plupart, quand même, on est sur des améliorations des symptômes. Et donc, la question peut se poser de est-ce le bon moment? Les associations de patients avec qui on a partagé ces questions, dont l'association Amyotrophie spinale infantile Europe, qui est très engagée sur cette thématique, nous rappelle la difficulté que les familles ont autour de l'errance diagnostique, cette phase où on va savoir avoir ressenti que notre enfant a quelque chose, et avant le moment où un diagnostic sera fait, où on sera mis dans les mains du bon spécialiste, qui était très difficile. Et puis aussi le fait
que de toute façon, avoir une annonce d'une maladie génétique est un choc, que ce sera un choc de toute façon à un moment donné, et que le savoir plus tôt et être mis directement dans les bons tuyaux pourrait être un vrai plus. Il y a eu des études scientifiques qui ont montré, c'est en bas à droite, qui ont comparé en fait des pathologies qui étaient dépistées dans certains pays et pas dépistées dans d'autres, et ont pu démontrer que les taux de dépression et d'anxiété des parents étaient moins élevés dans les situations qui étaient dépistées à la naissance en néonatal que sur signes cliniques plus tardifs. On a en France l'association Marfan, avec qui je travaille personnellement beaucoup, qui plaide beaucoup autour du dépistage néonatal pour leur pathologie, même si la plupart des conséquences sont plutôt à l'âge adulte, parce que effectivement, ce dépistage néonatal pourrait permettre de mieux cibler des personnes à risque dans cette pathologie, où on peut parfois décéder d'une dissection par méconnaissance de la pathologie. Et puis les autres images, au milieu, vous avez Aurore 10, qui, eux, se positionnent très fort dans le dépistage néonatal, en demandant même à ce qu'il y ait une attention autre que uniquement les pathologies qui seraient traitables et actionnables, parce qu'ils estiment que les questions de reproduction pour les futurs parents de pathologies récessives ou liées à l'X, et qui permettraient éventuellement d'être informés avant la naissance des enfants futurs, serait quelque chose d'important, et aussi tout court pour la lutte contre l'errance diagnostique. Et puis l'image du dessus, c'est les associations anglaises qui encouragent au dialogue. La suivante. Donc autour de tout ça, je vous ai dit grosse mobilisation au niveau international. Donc là, c'est le nom de tous les projets pilotes qui sont actuellement soit en cours, soit en préparation, autour de l'extension du dépistage néonatal dans le monde. Ceux qui sont entourés en rouge, c'est ceux qui font partie du consortium ICONS, qui est un consortium international qui réunit les projets pilotes de dépistage néonatal. Alors, il y a un projet sur lequel il est important de s'arrêter une minute, qui est le projet Generation Study d'Angleterre. En Angleterre, l'État a mis en place, a déterminé que la génomique était vraiment on va dire, la thématique sur laquelle il voulait qu'il y ait une implication très forte. Et l'État a dégagé un financement de 105 millions de livres, donc un financement uniquement de l'État et pas du tout du privé, d'associations ou de caritatifs, pour déployer le dépistage néonatal chez 100 000 nouveau-nés en Angleterre. La suivante. Alors en France, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, on va avoir une première expérience cette année parce qu'on participe à Dijon au projet européen qui s'appelle Screen for Care, qui est un projet qui a été déterminé pour la mise en place du dépistage néonatal en Europe. Donc, il y aura quatre pays où il y aura des inclusions. La majorité des inclusions, parce qu'il y a à peu près 20 000 nouveau-nés incluant tous, seront en Italie et en Allemagne, qui sont les pays qui ont porté le projet au départ. Et ensuite, il y aura 1000 nouveau-nés en France, à Dijon, et 1000 nouveau-nés en Grèce. Et donc, la raison pour laquelle on a pu s'intégrer dans le projet est qu'on a proposé une information ciblée à l'ensemble des parents, puisque dans le projet, sinon, le reste du projet, les informations sont essentiellement faites par des outils de films et informations écrites. Et donc, ça les intéressait, effectivement, cette proposition d'information personnalisée. Donc là, ce n'est pas un séquençage du génome, c'est un séquençage par panel. Initialement, il était prévu qu'il y ait un panel de pathologies traitables avec 245 gènes et un autre panel optionnel pour les parents de pathologies actionnables, mais il n'est pas sûr que ce panel-là puisse voir le jour parce qu'il n'est pas encore
prêt, ce panel. La constitution n'est pas encore terminée. Et puis, il y a aussi un autre volet qui est pour donc qui nous intéresse moins en France parce qu'on a un accès facile au génome. Mais si jamais donc, on a des personnes qui ont été incluses dans le projet et qui commencent à avoir des signes cliniques, donc qui ont été négatifs en dépistage néonatal et qui ont eu des signes cliniques dans les 2 premières années de vie, pourront avoir un accès au génome dans le cadre du projet. La suivante. Et donc la suite, on travaille depuis 1 an sur un projet de dépistage néonatal génomique en France, dans le but d'amener les premiers éléments concrets sur la pertinence d'un dépistage néonatal génomique. Et on a découpé ce projet en différents work packages, une phase de faisabilité, mise en place de groupes de travail, du projet faisabilité, un essai clinique, comme vous le verrez, qui va être découpé en 2 parties, et puis tout un travail autour des aspects de sciences humaines et sociales que peut poser, dont les questions peuvent se poser pour un tel déploiement. La suivante. Donc, au niveau du projet de l'essai clinique, on aura un premier projet de recherche qui s'appelle Périgénomètre Clinics 1, qui va inclure 2500 nouveau-nés, donc là on sera en 2025, pour une phase de faisabilité, acceptabilité, mise en place des circuits, avec des centres d'inclusion Dijon, Besançon, Rennes, Angers et Nantes, 2 centres de séquençage, Dijon et Nantes, et qui a maintenant un financement sécurisé, en particulier avec le soutien donc, de l'AFM Téléthon, qui finance ce projet à hauteur de presque 1 million d'euros, et puis la société Illumina qui fournit les réactifs. Et puis pour la suite, on projette un projet de préfigurateur avec un peu plus de 20 000 nouveau-nés, là pour évaluer les bénéfices cliniques, la performance et l'évaluation économique d'un tel déploiement, dans le but d'avoir un modèle qui permettra un déploiement futur en France. Là-dessus, le besoin de financement est énorme, on est sur un budget qui serait au minimum de 15 millions d'euros, ce qui veut dire qu'il ne sera faisable qu'avec le soutien massif de l'État. Et on est actuellement en discussion avec l'Agence d'innovation en santé, puisque vous avez peut-être vu que l'axe prévention avait été défini comme une des lignes de conduite de prochain appel à manifestation d'intérêt de l'Agence d'innovation en santé. Et une originalité française qu'on pourra avoir, ça va être de se servir de la Banque nationale de données maladies rares, qui a des projets de chaînage avec le SNDS, pour avoir des groupes comparateurs externes qui permettraient du coup de pouvoir regarder le devenir des enfants sans dépistage néonatal sur les groupes avant la mise en place du dépistage et après, et puis aussi comparer les coûts. Et autour de toutes ces études, on a des études de sciences humaines et sociales qui sont prévues. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Il y a différents groupes de travail et un comité partenarial qui permettent de suivre l'avancée du projet tous les trimestres. Et on a plusieurs représentants des patients qui font partie de ces groupes. La suivante. Donc là, je vous ai déjà un petit peu parlé de ça, donc on peut directement passer à la suivante. Alors, au niveau de la façon dont le circuit a été pensé, c'est de faire une information au couple pendant la grossesse, donc une information orale et ensuite à la naissance, parce qu'on ne peut pas faire consentir en France des parents, puisque le papa n'a pas la possibilité de consentir légalement avant la naissance. Donc, consentement qui serait fait pendant le séjour à la maternité. Et là, on ferait un deuxième papier buvard pour faire le séquençage du génome. S'il est négatif, il sera rendu aux parents comme négatif. S'il est positif, il sera rendu aux parents. Et là, on suivra, dans le cadre du soin, les enfants qui auront une pathologie. Et on suivra aussi, sur le plan des sciences humaines et sociales, les implications que tout ça peut avoir pour eux. Évidemment, on interrogera aussi
certains patients qui auront eu des screenings négatifs pour voir un petit peu leur perception de cette offre et du circuit. La suivante. Alors, la question de la liste de gènes qui va être inclus dans ce projet pilote, en tout cas le premier, parce qu'évidemment, on s'attend à ce que l'expérience du premier nous permettra de faire évoluer les choses pour la suite. La façon dont on a travaillé, c'est de mettre ensemble les 10 listes qu'on avait à disposition, parce qu'il y a 10 projets pilotes dans le monde qui ont partagé leurs listes. Donc, on les a mises en commun pour regarder en fait quels étaient les gènes qui faisaient l'unanimité dans toutes les listes, ou dans 9 listes, 8 listes, etc. On a transmis ces listes aux filières de santé maladies rares, parce que ce qu'on souhaite, c'est que ce soit les filières qui déterminent si une pathologie doit être inclue ou pas dans l'une des 2 listes. Alors, pourquoi 2 listes? On va avoir une liste de pathologies traitables qui ne pose pas question au niveau des filières, et puis une autre liste qui sera une liste de pathologies actionnables, qui sont des pathologies pour lesquelles le traitement serait moins, poserait, en tout cas, donnerait des implications peut-être chez moins de personnes, ou aurait un effet qui serait potentiellement discutable. Et donc, les parents pourraient avoir accès uniquement à la liste de pathologies traitables s'ils le souhaitent, ou aussi une liste de pathologies actionnables. Dans ce projet, on sait qu'on aura des pathologies qui font partie des listes où on va passer à côté, parce qu'on ne pourra pas rendre, en tout cas dans les phases de début, les variants de signification incertaines, parce que le but ne va pas être d'avoir trop de faux positifs, donc d'avoir des personnes qu'on va inquiéter pour finalement dire « Ah mais finalement non, on s'est trompé, c'était pas, votre enfant n'était pas malade ». Ça, on veut absolument l'éviter, parce que le but n'est pas d'aller inquiéter des personnes pour des nouveau-nés qui vont bien. Donc on sait que, comme tous les autres projets pilotes, on aura des faux négatifs, mais là, il n'y a pas de perte de chance, puisque c'est des pathologies qui, de toute façon, n'étaient pas dépistées en néonatal, pour minimiser les faux positifs. On peut passer à la suivante. Donc voilà les définitions de traitables et actionnables qui ont été définies au sein du groupe de travail. On estime qu'une pathologie est traitable, donc on base déjà sur un âge, on veut que ce soit des pathologies à effet pédiatrique, parce que si c'est uniquement des pathologies pour lesquelles on pourra avoir une action à l'âge adulte, on est un petit peu confronté avec le problème des futurs adultes à qui on priverait la possibilité de savoir ou de ne pas savoir. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de pathologies à révélation tardive où le taux de personnes qui font le dépistage peut être un diagnostic présymptomatique peut être limité parfois uniquement la moitié des personnes. Donc il faut qu'on soit vigilant à ça. Et donc, on part sur des pathologies où on pourra avoir une action en période pédiatrique, avec un traitement dirigé contre le mécanisme de la maladie, qui modifierait l'histoire naturelle de la maladie et qui limite ou évite fortement l'apparition de certains symptômes pour la majorité des patients. Dans ce cas-là, le gène sera en liste 1, et si jamais on n'a pas ces critères-là, donc on est plutôt sur une pathologie où la prise en charge pourrait résulter en un effet partiel, ou limité à une minorité de patients, ou avec peu de recul sur l'efficacité, ou des essais thérapeutiques attendus à court terme. Dans ce cas-là, on serait plutôt en liste 2. Et donc là, l'idée en parallèle, c'est qu'il y ait des groupes éthiques qui se mettent en place pour rediscuter de tout ça, qui est le fondement qu'on met en place pour Perigénoid Clinics 1, parce que l'idée est de pouvoir débuter le projet dans un an. Mais il est utile de prendre le temps pour savoir ce qu'on ferait dans le cas du préfigurateur futur. La suivante. Donc il y a toute une série de défis, je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais vous vous en doutez, hein, des défis techniques, organisationnels, éthiques, avec la liste de gènes, sensibilisation, information, financement. Et donc on essaye de répondre à ces différents défis au sein du projet. La suivante. Le but est dans
dans l'intérêt premier de l'enfant, ce qui veut dire qu'on ne va pas, dans la partie Périgenomic Clinics 1 en tout cas, prendre en compte des situations qui seraient uniquement pour l'intérêt de la famille. Alors, ce qui pourra sûrement vous faire discuter tout à l'heure, donc c'est-à-dire par exemple la position qui serait de rendre des résultats pour des pathologies pour lesquelles on aurait uniquement des implications en termes de conseil génétique ou de diminution de l'errance diagnostique, sans pouvoir agir sur le devenir de l'enfant. Et là-dessus, l'idée, c'est de faire effectivement en étapes pour pouvoir savoir si l'attente de la population va au-delà et de voir aussi surtout quel est l'impact déjà pour les familles, pour les pathologies où on a des actions possibles. La suivante. Donc, on sait que tout ça, ça entraîne des choix qui sont super difficiles. Je vous ai mis là un exemple de la maladie de Crabbe, qui a un gène qui est présent dans 7 listes sur 10. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de pays qui ont estimé que c'était logique de dépister la maladie de Crabbe. Et là, actuellement, il y a 10 États aux États-Unis qui l'ont dans leur dépistage néonatal classique. Le traitement de la maladie de Crabbe, c'est des traitements par greffe de moelle. Et on a, depuis que les pathologies que la maladie de Crabbe est dépistée dans certains États, eh ben, ils ont vu que le décès en lien avec le taux de décès avait diminué. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont décédées de leur greffe. Et finalement, on sait qu'il y a des formes très tardives qui ne nécessiteront pas forcément de greffe en période infantile. Et puis ceux qui ont survécu, parce que la greffe de moelle, c'est pas non plus un traitement révolutionnaire, eh ben, on peut avoir des handicaps qui peuvent être potentiellement assez sévères. Et donc, il y a eu des discussions qui se sont mises en place pour dire que, eh ben, il y a des personnes qui ont pu décéder alors qu'elles auraient peut-être dû ne pas être traitées, puisqu'on n'est pas capable de déterminer quels sont les enfants qui vont avoir des débuts précoces ou tardifs, et que du coup, on peut entraîner en fait des dégâts aussi dans l'autre sens. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions entre l'association, les professionnels, etc., sur effectivement qui doit décider dans ces cas-là. Il y a des discussions divergentes et que ça peut être très difficile de se positionner. Et donc, au final, il n'y a pas eu de consensus pour dire que la maladie de Crabbe serait dépistée dans tous les États. Donc, il faut savoir effectivement qu'il y aura des arbitrages qui vont être franchement difficiles. La suivante. Donc, la place des associations de patients au sein des projets. On a donc un comité opérationnel local avec un comité également institutionnel avec notre établissement, un comité entre les deux FHU, donc Est-Ouest, qui participent au projet, qui est mensuel, et puis également un comité partenarial avec les sociétés savantes, les filières de santé maladies rares et les associations de patients. Donc ceux qui étaient intéressés par de participer au groupe de travail nous ont contactés. On a donc les groupes de travail qui sont actifs actuellement, c'est liste de gènes, information des couples, éthique et circuit biologique. La suivante. Donc, étant donné qu'on veut on voudrait travailler avec les associations de patients de façon autour d'une vraie journée de travail, y compris pour ceux qui ne sont pas dans les groupes de travail, on propose le 25 juin à Dijon une journée qui va être réalisée également avec le partenariat d'Aurore 10, avec des informations plénières le matin sur ces différents points, et puis 3 groupes de travail l'après-midi avec des facilitateurs d'Aurore 10 en plus petit comité, dans le but de pouvoir évaluer les points de vue des représentants des patients
et des usagers en France, parce que c'est aussi important d'avoir les usagers pour ne pas avoir que... parfois, ça nous est reproché, en fait, hein, de dire, mais oui, si vous interrogez des personnes qui sont concernées par les maladies rares, évidemment, ils vont vouloir que le dépistage néonatal soit large. Il faut aussi interroger des représentants des usagers, parce que certains pourraient dire que ils ne souhaitent pas forcément savoir plus tôt. Et c'est vrai que maintenant, quand on fait des interventions avec les représentants des patients, on a tendance à leur demander si jamais en fait ils auraient aimé pour eux avoir un résultat, un diagnostic à la naissance, et c'est fréquent que les personnes nous répondent que non. Parce que finalement, c'est vrai que cette période de la naissance reste quand même une période qui est fragile. Donc en tout cas, si ça peut vous intéresser, on a cette journée de travail et pour lequel on va, les frais de transport des associations qui souhaiteraient venir pourraient être pris en charge. La suivante. Eh ben, on en a terminé là, donc je suis à votre disposition pour vos questions.